Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de comprendre qu'est-ce que le Deep Learning et comment ça fonctionne. Le Deep Learning fait partie du domaine de l'intelligence artificielle, AI en anglais, et c'est une technique que les ingénieurs utilisent pour pouvoir faire des prédictions à partir d'un ensemble de données. Pour pouvoir faire des prédictions correctes, la machine va devoir apprendre, d'où le terme learning de Deep Learning qui signifie apprendre en anglais. Prenons un cas concret. On pourrait imaginer un algorithme qui serait capable, à partir d'une image, de nous dire exactement ce dont il s'agit. Donc si je mets une image de poule en entrée, à la sortie, l'algorithme me dit en sortie « Quoi? Un frigo ?» Eh ben c'est tout à fait normal, puisqu'au début notre algorithme n'y connaît rien, il n'a pas encore appris. Donc pour faire en sorte que ma machine apprenne, je vais l'entraîner sur des exemples dont je connais la réponse. Je vais constituer donc ce qu'on appelle un training set qui fait des correspondances entre des entrées et des sorties. Et si ma machine se trompe sur un exemple connu, je vais lui dire attention, c'est pas bien, tu t'es trompé, ajuste-toi pour pouvoir me donner la bonne réponse. Poule. Une fois que la phase d'entraînement est terminée, on peut donner n'importe quelle image à notre machine et elle sera capable, si elle est bien entraînée, de nous dire si c'est une poule ou pas. Le fait qu'on utilise un training set pour pouvoir apprendre à la machine avec des exemples, c'est ce que l'on appelle du supervised learning, ou en français, apprentissage supervisé. En effet, on est là pour superviser avec le training set le fait que la machine apprenne bien, on lui montre l'exemple. Il faut savoir qu'il y a d'autres méthodes, mais dans cette vidéo, on va s'en tenir au supervised learning. Il est maintenant temps de découvrir ce qui se cache sous le capot de cette machine. Au début, les ingénieurs se sont demandé comment réaliser une telle machine. Et comme beaucoup de choses en ingénierie, ils se sont inspirés de la vraie vie. Par exemple, l'avion est clairement inspiré de l'oiseau, même s'il bat pas des ailes. Et qu'est-ce qui est à l'origine de l'apprentissage chez les êtres vivants? En général, c'est le cerveau. À l'intérieur de celui-ci, on a plein de neurones qui se transmettent de l'information sous forme d'impulsions électriques. Pour vous schématiser un petit peu le fonctionnement d'un neurone, vous avez des espèces de filaments qu'on appelle des dendrites qui reçoivent l'impulsion et ensuite le neurone retransmet l'impulsion à travers un espèce de long câble qu'on appelle l'axone. Ça va ensuite passer par des synapses et l'impulsion ira jusqu'à un autre neurone. Bien évidemment, un cerveau est extrêmement complexe. Donc les ingénieurs ne se sont pas amusés à programmer un cerveau tel qu'il existe vraiment dans la nature. Ils ont donc programmé une abstraction de son fonctionnement, c'est ce que l'on appelle un réseau de neurones. Pour vous expliquer le fonctionnement d'un réseau de neurones, qui est la base du deep learning, je vais vous présenter Neuneu. Neuneu, c'est le neurone du programmeur. Et il n'est pas tout seul, il a ses potes. Tous nos petits neurones ils vont être connectés avec des câbles. Comme vous le voyez, chaque neurone est connecté à tous les neurones précédents. Et ils vont appartenir à des familles différentes. La première famille, ça va être la famille des entrées, inputs en anglais. La deuxième famille, ça va être la famille des couches cachées, hidden layers en anglais, et la troisième famille, ça va être la famille des outputs, donc des sorties. Pour simplifier les choses, on va étudier un réseau de neurones très simple, donc avec juste 6 neurones, mais il faut savoir qu'en vrai, on peut avoir autant de neurones qu'on veut par famille, donc autant d'entrées et de sorties qu'on veut, et on peut même avoir plusieurs hidden layers. C'est d'ailleurs de là que vient le terme deep de deep learning, qui signifie profond en anglais. Mais revenons à notre petit réseau de neurones. Alors, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'on va voir ici avec ce simple réseau de neurones s'applique sur les gros réseaux de neurones. Une étape clé pour comprendre comment fonctionnent les réseaux de neurones, c'est ce que l'on appelle la passe de feed-forward. On va donner des valeurs à nos neurones en entrée, autrement dit, on va remplir notre réseau de neurones avec des données. Ces valeurs vont ensuite être combinées en passant par les câbles, jusqu'au prochain neurone des couches cachées. Ainsi, chaque neurone de notre couche cachée va recevoir une nouvelle valeur. Il va pouvoir éventuellement modifier cette valeur afin de la renvoyer via les câbles à la couche d'après. Dans notre cas, la couche d'après correspond à un seul neurone, le neurone de sortie. À nouveau, il peut modifier la réponse et nous donnera une réponse finale. C'est donc la prédiction de notre réseau de neurones en fonction des entrées qu'on lui a données. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur la passe de feed-forward, je vous propose de regarder en détail comment les valeurs sont modifiées et sont transmises de neurone en neurone. Pour ce faire, prenons un cas encore plus simple, le cas de deux neurones qui se connectent à un seul neurone en sortie.
Le premier neurone vaut 0,3 et le deuxième neurone vaut 0,8. On va aussi épaissir un câble, comme si on pouvait faire passer plus de choses par là. L'épaisseur de notre câble va être représentée en pourcentage. C'est ce que l'on appelle le poids de la connexion, ou weight en anglais, d'où le W. Lorsque les valeurs vont être transmises, elles vont être multipliées par le pourcentage de la connexion. Donc la première valeur ne change pas, puisque 100% de 0,3, ça fait toujours 0,3. Par contre, la deuxième valeur change, puisque 25% de 0,8, ça donne 0,2. À ce stade, les valeurs ne sont pas encore arrivées au dernier neurone, il va falloir d'abord les additionner. Le dernier neurone peut donc récupérer cette valeur comme son entrée. Et notre neurone qui vient de récupérer sa valeur, avant de la transmettre au prochain neurone, il va pouvoir la modifier avec une fonction mathématique. Cette fonction, c'est ce que l'on appelle la fonction d'activation. Elle est là pour déterminer si la valeur doit passer ou non au prochain neurone. Si la valeur passe, elle se rapproche de 1. Si la valeur ne passe pas, elle se rapproche de 0. C'est donc une analogie à ce que l'on retrouve dans notre cerveau. En effet, tous les neurones ne s'activent pas. Il y en a certains qui s'activent et d'autres qui sont en pause. Pour être complet, il faut savoir que le neurone a lui aussi la possibilité d'ajouter à l'entrée de la fonction d'activation ce que l'on appelle un biais. C'est une toute petite valeur qui est elle aussi multipliée par un poids. Ça permet au neurone d'avoir de l'influence sur l'activation. C'est un petit peu comme la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, si vous voulez. Il existe plein de fonctions d'activation différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les plus connues sont les sigmoïdes, ReLU et TANH. Donc si on récapitule, on a un ensemble de neurones, on rentre nos données dans les neurones d'input, on connecte chaque neurone avec les neurones précédents avec un certain poids, on ajoute des biais qui sont multipliés par leur propre poids, on ajoute ensuite toutes les valeurs multipliées par leur poids, y compris le biais, on va appeler ça Z, on fait passer Z dans la fonction d'activation, et on récapitule la même histoire pour le dernier neurone. Pour au final avoir la prédiction de notre réseau en fonction des valeurs qu'on lui a données en entrée. Sauf que la réponse, il y a assez peu de chances qu'elle soit bonne ici, puisque mon réseau il n'a pas été encore entraîné. En effet, au début, on a mis des poids et des biais complètement de manière aléatoire, donc forcément, la réponse, elle a très peu de chances d'être juste. Admettons que j'ai un training set pour entraîner ce réseau. Et dans ce training set, il est écrit que si en première entrée je mets 0,2 et en deuxième entrée je mets 0,3, je m'attends à avoir 0,8. Ce qui n'est pas le cas dans l'exemple qu'on voit à l'écran. Grâce à ce dernier, je vais donc pouvoir calculer à quel point mon réseau s'est trompé. C'est ce qu'on appelle la fonction d'erreur. Là encore, il en existe plein, je vous propose de prendre une fonction qui ressemble à ceci. À l'intérieur des parenthèses, on va avoir deux variables, t et out. Out, c'est tout simplement la valeur qui est sortie de notre réseau de neurones, et t, c'est la réponse attendue selon le training set. Comme vous voyez, on prend la différence entre les deux. Plus la différence est importante, plus l'erreur est importante. On met le tout au carré, tout simplement pour pouvoir avoir une valeur toujours positive. Et en plus, ça va accentuer l'erreur. Et le 1,5 qui est devant, il est là pour nous faciliter la vie pour les étapes qui vont suivre. Si on remplace t et out par nos valeurs, à ce moment-là, on s'aperçoit que l'erreur est de 0,045. Si l'erreur avait été extrêmement proche de 0, à ce moment-là, on aurait considéré qu'il n'y a pas d'erreur et donc le réseau aurait correctement répondu. Mais comme ce n'est pas le cas, on va devoir modifier les poids du réseau pour pouvoir faire baisser l'erreur jusqu'à 0. Mais comment on les change ces poids? On les change de manière aléatoire? On les bouge tous d'un coup? Pour répondre à cette question, on va s'intéresser à la prochaine étape qui s'appelle la backpropagation. L'explication en détail nécessiterait qu'on rentre dans des maths un petit peu complexes, donc je vais essayer de vous donner l'intuition sans rentrer dans les maths. L'idée, c'est de savoir si on change un poids un tout petit peu, de combien il affecte l'erreur. Prenons un exemple avec ce poids. Je le bouge un petit peu et vous voyez comment ça affecte mon erreur. Ça l'affecte de beaucoup. Je sais donc que ce poids a une énorme influence sur l'erreur. Je vais donc le réduire proportionnellement à l'impact qu'il a sur l'erreur.
Et si je répète cela sur l'ensemble de mes poids, avec plusieurs exemples de mon training set, je vais donc équilibrer tous les poids de mon réseau, ainsi baisser l'erreur, on dit minimiser une erreur, et lorsque je lui donnerai des valeurs inconnues, il devrait me faire une prédiction adéquate. Et concrètement, même s'il est vrai que j'ai pris quelques raccourcis, c'est comme ça que notre machine fonctionne sous le capot. Avant qu'on se quitte, vous vous demandez peut-être comment on pourrait construire un réseau de neurones qui serait capable de détecter nos images de poules. On pourrait par exemple construire un réseau de neurones qui en entrée prendrait chacun des pixels d'une image, et en sortie, s'il me dit 1, c'est que c'est une poule, s'il me dit 0, c'est que ce n'est pas une poule. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose, et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les liens dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à rejoindre le Discord et à partager cette vidéo à vos amis. Sur ce, ciao ciao.